J'ai plus de 20 ans dans le secteur bancaire et plus de 4 ans dans le domaine de la formation continue. Et donc aujourd'hui, il y a une nouvelle thématique, il y a une nouvelle méthodologie qui est le MX ISO 20022 qui est implanté à l'échelle mondiale. La date officielle d'implémentation, c'est le novembre 2025. Donc, aujourd'hui, je t'ai convié à vous présenter un aperçu de ce que c'est que le Swift MX ISO 20022. D'abord, la méthodologie sera celle-là. Donc, on aura d'abord la matière de travail du Swift, qui est sur les transactions internationales. Donc, on va d'abord savoir ce que c'est, ce qu'on entend par transaction internationale. Ensuite, on va rentrer le plein pied dans le sujet, qui sont les formats et les mécanismes de traitement des messages Swift. Mais bien entendu, on va d'abord, actuellement, on a un Swift qu'on appelle le MT, qui est le ISO 1522 qui agit actuellement de nos jours. Et c'est celui-là qu'on va remplacer par ce nouveau Swift-là. Donc, il est bon de savoir ce que c'est que le MT et pourquoi est-ce que Swift a décidé de passer au MX. Quels sont les avantages qui seront apportés par le MX. Donc, on va d'abord nous demander le cas du MT, de ce MT d'abord, qu'est-ce que c'est. Ensuite, on va faire le projet de migration au MX. Quels sont les avantages qui sont liés au MX? Après cela, on va parler du MX en relation avec ce qu'on appelle les open documentaires, c'est-à-dire les opérations du commerce international. Dans le module 4, on parlera du cas particulier du Swift, donc du MX appliqué à nos régions, UEMOA, CEMAC. On va parler des risques, de la gestion des risques qui sont liés à ces opérations-là. Et on va maintenant parler des contrôles afférents à ces opérations. Maintenant, on a également la digitalisation. Quel est l'impact? Quelle est la valeur ajoutée que peut apporter la digitalisation dans ce processus-là? Voilà, grosso modo, voilà les sujets que nous allons aborder au cours de cette masterclass. Si je suis rapide, si je suis trop rapide, on peut m'interpeller et je vais arrêter. Voilà. Donc, je précise que cette masterclass est un lucas d'échange, hein, parce que cette nouvelle thématique, cette nouvelle méthodologie-là, elle est une opportunité pour toutes les banques de s'approprier ce nouveau langage. Parce que c'est un nouveau langage qui va arriver là. Ok. On a d'abord le Swift, se base, la matière de base du Swift, ce sont les transactions internationales. Qu'est-ce qu'on entend par transaction internationale? Je vais vous faire parcourir, excusez-moi une minute. Excusez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Voici au niveau des transactions internationales. Qu'est-ce que c'est qu'une transaction internationale? Quels sont les modes opératoires des transactions internationales? On parle de transactions internationales. Donc, par opposé, il y a les opérations locales. Donc, ici, les zones locales, c'est ce qui est afférent aux différentes zones économiques que nous avons. Par exemple, l'UEMOA et la CEMAC pour parler de la zone franc. Donc, tout ce qui est au plan local, ce sont les opérations qui se font entre pays de la même zone économique. Donc, je prends le cas de l'UEMOA. Donc, quand on va parler d'opérations locales, ce sont les opérations qui sont faites en intra-UEMOA, entre les pays de l'UEMOA.
Par opposé, on va entendre par attention internationale les opérations qui sortent du cadre de l'UEMOA. Donc dès lors qu'on a une opération qui sort du cadre de l'UEMOA, alors on est dans le cadre de tension internationale. Donc ça, c'est déjà un aperçu. Donc on a un mode opératoire, il y a un seuil de montant dans lequel il faut des approbations, il faut une analyse, alors que les opérations locales, il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas d'approbation à faire. C'est local, donc il n'y a pas d'intervention d'une entité du ministère de l'économie et des finances pour donner son approbation sur telle opération. Par contre, les opérations nationales, elles demandent à ce qu'il y ait une approbation, parce qu'il y a sorti des capitaux de nos zones, donc il faut avoir une analyse, une approbation du ministère de l'économie et des finances par rapport à cette opération. C'est pour ça qu'on parle des modes opératoires. C'est différent de ce qui se fait en local. Voilà. Et donc voilà comment dirais-je, le mécanisme des tensions internationales. Ça, c'est un aperçu. On verra les détails au niveau du séminaire quand il sera fait. Déjà d'emblée, donc je reprends les tensions internationales, ce sont les tensions qui se font en dehors des zones économiques que nous avons, telles que l'UEMOA, la CEMAC. Par opposé aux opérations locales qui sont en intra-zone. Donc, le mode opératoire va se baser sur la méthode d'approbation en fonction de ce que le législateur a instruit. Au niveau local, il n'y a pas d'approbation. Par contre, au niveau international, il y a une approbation en fonction d'un seul de montant. Quand c'est juste au niveau de l'UEMOA, quand c'est au niveau de la CEMAC. Donc ça, c'est pour les tensions internationales. Est-ce qu'il y a des personnes qui voulaient intervenir, qui voulaient poser des questions ou plus d'éclaircissements? Allô? Allô? Oui. Monsieur Zanou, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5, on vous reçoit. Voilà, donc je demande, après ce module-là, des tensions internationales, il y a des personnes qui voulaient intervenir par rapport à ce point? Oui, moi je souhaitais intervenir. Allez-y. Ok, merci. Vous avez parlé d'approbation, je crois, pour les opérations internationales, si j'ai bien compris. Tout à fait. Approbation dans quel sens? Dans le sens où on doit envoyer ou quand on reçoit? Non, quand on envoie, bien sûr. Merci. Lorsque les opérations sortent de nos zones, il y a une approbation à avoir. Non, merci. Ok. Il y a une autre intervention? Allô? Est-ce qu'il y a une autre intervention? Vous avez fini déjà. Bon, c'est bon. Évoluer. C'est bon, d'accord. Donc voilà, ça c'est la base de travail du SWIFT. Le SWIFT est axé sur les opérations internationales. Donc il est bon de savoir ce que c'est qu'une opération internationale, où se délimite le champ d'action d'une opération internationale, quel est le mode opératoire d'une opération internationale. C'est ce qu'on a vu de manière résumée. Voilà les opérations internationales. On va les voir en détail lors du futur séminaire. Ensuite, donc on va arriver maintenant à la thématique, au thème que nous avons proposé, qui est le SWIFT MX. Mais avant, il faut savoir que le SWIFT actuel que nous avons actuellement, c'est le SWIFT MT. D'abord, le SWIFT, qu'est-ce que c'est d'abord? Le SWIFT, c'est le canal qui nous sert de transmission des valeurs vers les différentes banques du monde entier. Donc, SWIFT, ce sont les initiales d'une entreprise de droit belge. Donc, c'est une initiale qui regroupe l'ensemble des grandes banques du monde entier. Et donc, cette entreprise-là, qui a commencé ses activités en 1977, et donc, depuis lors, jusqu'à ce jour, c'est ce canal-là qu'on utilise pour traiter les opérations. Donc, on a une plateforme SWIFT qui est disponible dans chaque banque qui a adhéré au système SWIFT, parce que si vous êtes une entreprise, donc vous allez payer une comment dirais-je, vous allez adhérer à la plateforme. Donc,
Cette plateforme va vous donner droit à un code identifiant à certains. Donc, après de cet instant, vous pouvez travailler dans Swift. Donc, il y a des mécanismes de travail en Swift, de relations entre banques dans Swift, qui seront par des messages. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Swift est l'unique canal de traitement de valeurs d'opération au niveau international. Par opposé au local où on a deux canaux de transmission. On a le système de compensation automatisé, je parle du local, et le système de virement automatisé. Alors que ici dans le plan international, on a un seul canal de transmission, qui est le Swift. C'est par Swift, uniquement par Swift, qu'on peut envoyer des valeurs comme on peut en recevoir. Donc, pour qu'une banque puisse être traitée par Swift, il faut qu'elle paye l'agrément. Donc, elle va adhérer. Swift va lui remettre ses identifiants, elle pourra travailler dans Swift. Ça, c'est de manière globale, groupée. Donc, Swift, pour permettre à ce que les banques travaillent, elle a mis en place un comité de suivi et de contrôle afin d'éviter que les banques soient exposées à des fraudes et à des piratages. Donc, il y a des recommandations que Swift a apportées à ces banques en disant voici le nombre, voici des recommandations que nous donnons afin de vous protéger, votre environnement de travail contre d'éventuelles attaques. Donc, si les banques, si vous ne respectez pas cela, alors vous exposez à des risques. Donc, ces recommandations sont sous forme de 7 points, 7 ou 8 points, qui permettent aux banques de pouvoir implémenter ces recommandations et se prémunir contre tout risque. Donc, Swift est comme un acte, Swift est équivalent à un acte notarié. Vous savez ce que c'est qu'un acte notarié. Au niveau de la concession, le notaire, il authentifie les ventes. Donc, il rend un dossier inattaquable. Donc, c'est ce que Swift représente au niveau de l'Union internationale. Swift met en place un processus d'acte notarié qui permet à ce que toute valeur qui est enregistrée dans le système Swift ne peut pas être, comment dirais-je, on ne peut pas nier ne pas avoir reçu une valeur dans Swift. Il y a des codes de confirmation de valeur, de notification. Quand tout cela est là, c'est-à-dire que la valeur a été reçue par un bénéficiaire. Tout comme un émetteur ne peut pas dire que la valeur qui vient en Swift ne vient pas de lui. On a toutes les preuves, tous les archivages prouvent que nous pouvons prouver que cette valeur a été bien émise par cette valeur donnée. C'est cela que Swift apporte comme garantie à sa plateforme. Donc aujourd'hui, depuis son 17 à ce jour, il y a ce qu'on a utilisé la méthodologie MT. MT, c'est un format propre à Swift. Donc depuis son lancement, c'est ce format que Swift a mis en place, que toutes les banques utilisent. On utilise des messages de type MT. Donc le MT, c'est en anglais, c'est message type. C'est le type de message. Donc de son 17 à ce jour, jusqu'en 2025, c'est ce Swift qu'on utilise, le Swift de format MT. Et ce système a eu un stade limite où il y a des comment dirais-je, il y a des processus d'automatisation qu'on ne peut plus faire. Donc, Swift a joué bon en vue de moderniser son processus, ses modes opératoires, d'utiliser ce qu'on appelle le MX. Le MX qui est sur une syntaxe XML qui permet de rendre les messages assez flexibles, qui permettent de pouvoir faire de nombreuses opérations. Et ce MX-là, il est adapté aux développements informatiques que le MT ne peut pas faire. Donc, c'est une révolution que Swift apporte au niveau des relations nationales. Je ne sais pas si je suis trop rapide. Si quelqu'un veut... Allô? Quelqu'un a-t-il compris ce que je dis là? Mais qui veut avoir des... Moi, j'aimerais que vous repreniez la dernière partie, s'il vous plaît, voilà, donc, sur les MX.
Je dis que... Parce qu'en fait, moi, je sais pas, moi je ne vous entends pas très bien. Ah, vous ne m'entendez pas bien. C'est un problème de... Je crois aussi, s'il vous plaît, pour des problèmes aussi de facilité de compréhension. Oui. Je crois qu'il ne serait pas inutile de rappeler comment se faisait en fait des correspondances entre les banques avant l'apparition du SWIFT. Bon, ça, il faut dire que ça c'est des années 73. Donc ça, c'est vieux. Non, en fait, c'est juste même dans les années 90. Ouais. Moi, je suis aussi un vieux banquier. Je suis un vieux banquier, je sais de quoi je vous parle. Oui, mais ce serait important parce que là, ça donne un peu pourquoi on est passé à ce format. Ça permet de faire le lien. Mais si vous ne le jugez pas nécessaire, vraiment, je n'ai aucun problème. C'est simplement pour apporter quelque chose pour nous. Non, je comprends ce que vous dites. Mais ça, je veux dire que ça date des années 70. Aujourd'hui, bien avant. Bien sûr, je suis entièrement d'accord. Bien avant, effectivement. Avant, on utilisait les téléx. Exactement. Les téléx, bon, là, c'est pas notre. Et chaque banque devait se débrouiller à faire un échange de clés télégraphiques avec son correspondant. C'est-à-dire que vous avez des livres qui peuvent faire plusieurs centaines de pages, seulement qui sont remplis seulement les codes secrets entre vous et vos différents correspondants. C'est ça. Et c'est ça que, en fait, le SWIFT est venu régler. Tout à fait. Je suis d'accord. Merci pour le partage. Hein. Merci pour le partage. Donc, comme le dit, je oui, s'il vous plaît, M. René, je pense que ce que monsieur Yaya a dit tout à l'heure, c'est très important, d'autant plus que nous avions utilisé la TLS et on codait. Donc, c'était important ce qu'il disait, de revenir derrière pour que les gens puissent comprendre. Donc, M. Yaya, je vous remercie pour cet apport. C'est très gentil. Parce que dès que tu as parlé de ça, je me rappelais à mes débuts à la banque, quand on travaillait avec la TLS, il faut faire échanger les clés. Ça fait plaisir. C'est la nostalgie qui est venue immédiatement, quoi, M. Yaya. Merci beaucoup. C'est parfait, c'est parfait. Moi, j'ai commencé la banque en 2000. Voilà, donc il y a des personnes qui sont plus... Sinon, la banque était déjà moderne. La banque est déjà moderne, parce que moi j'ai commencé EcoBank en 90. Hein. Ah, donc moi je suis entré à EcoBank en 2000. Moi j'ai commencé la banque en 84, donc je suis les doyens. Donc vous comprenez un peu qu'il y a toujours un plus fort. Moi j'ai hérité de mon papa qui était un banquier. Et moi je suis rentré à EcoBank en 90. Ok, enchanté monsieur. Et donc il est vrai qu'on a commencé avec les télètes, les codes, mais ça rendrait les opérations plus longues. Le circuit n'était pas instantané. Donc SWIFT est venu avec ce modèle de l'instantanéité, hein, et comment dirais-je, à favoriser les traitements des opérations. Donc il y a une codification. Donc chaque banque est codifiée au niveau du SWIFT. Donc, il y a une codification. Toutes les banques sont représentées au niveau du SWIFT par les codes qu'on appelle le code BIC. Par exemple, le code BIC. Et donc, ça permet lorsque vous voulez générer une opération d'une banque, avec un code précis, ça permet de transférer à la bonne adresse, à la bonne banque, en utilisant ce code-là. Donc, SWIFT est venu avec moderniser, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, à son partage, SWIFT est venu moderniser l'opération. Ce qui fait que lorsque vous envoyez une opération dans la plateforme, elle est instantanée. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis le 23 novembre à 19h30. Dans les 10 minutes qui suivent, le confinement, il a les fonds. Donc, je suis venu moderniser, rendre les documents plus fluides et autres. Donc, mais il va s'en dire qu'il y a le risque qui est lié à ce processus. Donc, SWIFT, en mettant en place ce système, l'a sécurisé avec ce qu'on appelle le contrôle du service. Donc, SWIFT est très regardant avec le contrôle du service.
Donc, il y a eu donc, je suis à recommander aux banques pour ne pas être exposé aux fraudes. Elle a fait certaines recommandations aux banques. Donc, les banques sont tenues de les appliquer à la lettre pour ne pas se voir exposé, comment dirais-je, à ces banques. Mais ils vont dire que SWIFT a été confronté à des fraudes, c'est-à-dire à des fraudes, à des attaques. Donc, depuis 2021, SWIFT a mis ce qu'on appelle le double facteur. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque vous avez, un code d'identifiant, lorsque vous vous connectez, vous recevez un mot de passe temporaire qui est valable en moins de 60 secondes avant d'avoir accès à SWIFT. Ce qui fait que même si quelqu'un connaît votre mot de passe, il ne peut pas se connecter à SWIFT tant qu'il n'a pas le mot de passe temporaire. Ça, depuis 2021, SWIFT a mis ce méthode en place pour faire face à certains risques qu'elle a pu subir. Et donc, le MT dont on parle actuellement, c'était un format basé sur du test. C'est un format basé sur du test. Et donc, aujourd'hui, ce format-là a atteint une limite. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a de nouvelles activités, on ne peut pas faire de mise à jour dans SWIFT. La mise à jour de l'MT est beaucoup complexe. Il faut aller travailler sur la base de SWIFT et autres. Alors que le MX, il permet de travailler de manière flexible. On n'a pas besoin d'aller travailler sur la base. On peut créer de nouveaux messages assez aisément. Parce qu'il est basé sur une syntaxe informatique qu'on appelle la syntaxe XML. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, il y a des tâches qu'on ne pourra pas faire avec MT, qu'on pourra faire avec le MX. Donc, les informaticiens sont assez heureux d'avoir un tel outil à leur disposition. Ils pourront développer des interfaces qui vont communiquer aisément avec la nouvelle plateforme. Donc, cela va apporter un changement notable au niveau des transactions. Donc, le changement le plus notable, c'est au niveau du format. Le format va changer. Le format du MT, la grande différence entre le MX, le MT et le MX, c'est au niveau du format. Le format, il sera beaucoup plus riche en données. Avec le MX, on peut transmettre des images. C'est-à-dire que lorsque vous avez une facture, vous allez mettre la facture, mais vous pouvez joindre une copie de la facture avec le MX. Ce que vous ne pouvez pas faire avec le MT. Avec le MT, vous ne pouvez pas faire de téléchargement de fichiers, par les fichiers salés et autres. De l'MT, c'est de manière individuelle. Alors le MX permet à ce que vous téléchargez des fichiers via la plateforme MX. Donc ce sont des avantages que le MX apporte. En plus du format, le format est plus long, il est plus riche, il est plus précis. Et on peut télécharger des fichiers à multivaleur vers le MX. Ce qu'on ne peut pas faire avec le MT. Allô? Allô? Est-ce que quelqu'un a compris cela? Quelqu'un veut intervenir? Allô? Oui, au risque de monopoliser le débat. En fait, si j'ai bien compris, la différence entre... En fait, c'est une différence de format. Là, on a un format beaucoup plus flexible qu'on peut adapter aux besoins. C'est ça. Maintenant, quel est l'aspect sécurité là-dedans? Est-ce que ce qu'on gagne en flexibilité, on ne le perd pas en sécurité? C'est plus une question qu'autre chose, non? Non, on ne perd pas. C'est-à-dire que le même principe sécuritaire que je l'ai mis avec le MT va continuer avec le MX avec une plus grande amélioration. Ok. Voilà. Donc, c'est ça les mêmes procédures sécuritaires qui vont continuer. On aura le contrôle de sécurité, on aura les mêmes sécurités, mais avec une plus grande sécurité d'abord. Donc, on va se baser sur les acquis qu'on a eu avec le MT, mais on va améliorer encore ce processus sécuritaire. Je pense que ce qu'il faut souligner entre l'introduction du SWIFT et l'ancien modèle,
c'est que l'introduction du SWIFT a permis d'avoir comme un régulateur central qui s'assure de la régularité des messages et qui introduit aussi des mesures de sécurité. Alors qu'avec les Telex, en fait, chacun s'est débrouillé avec son correspondant. C'est ça. C'est parfait. Donc, c'est comme ce que j'ai dit tantôt. Aujourd'hui, avec le SWIFT, on a mis le SWIFT en son sein à un comité de contrôle sécuritaire. Il s'assure chaque fois de donner des recommandations. Donc, cette plateforme-là, elle est presque inattaquable. C'est vrai qu'elle a subi des perturbations, mais après 2021, a mis en place ce que j'ai dit, le double facteur, qui signifie que lorsque vous connectez à SWIFT avec vos identifiants, avant que ce soit effectif, vous recevez en plus un mot de passe temporaire qui est valable en moins de 100 secondes. Donc vous le recevez sur comment dirais-je, par le canal de la banque. C'est-à-dire que le fraudeur, même s'il connaît votre mot de passe, il ne peut pas avoir accès à ce mot de passe temporaire. Ce qui fait qu'il ne peut pas avoir accès à la plateforme SWIFT. Donc ça, c'est une avancée de 2021 que SWIFT a. Donc tout cela va être ajouté au MX. Le MX va... S'il vous plaît. Allez-y. Donc en fait, ce qui fait qu'en fait, on a deux mots de passe. On a un mot de passe global et on a un mot de passe par opération. Non, c'est parce que ça sera pour ça. Je l'explique. Okay. Les mots de passe sont personnalisés. Avant 2021, les mots de passe étaient personnalisés. Donc vous avez vos identifiants. Chaque personne qui se connecte a son mot de passe. Voilà. Maintenant, en plus du mot de passe, lorsque vous connectez, vous recevez encore un mot de passe temporaire qui est valable pour moins de 300 secondes. Ok. Que vous êtes obligé d'utiliser pour valider l'opération. C'est ça. Ok, merci. Même pour accéder à la plateforme. Même accéder à la plateforme. Ok, d'accord, ok, merci. Voilà. Et donc ça, c'est une mesure sécuritaire qui s'est mis en place afin d'éviter des attaques des hackers, des seuls fraudeurs et pirates. Maintenant, il y a eu avec le MT, il y a eu avant que le MX n'arrive, il y a eu une autre évolution par le DPI. Quand on entend DPI, vous avez GPS. Le GPS s'ouvre une analogie, et il y a le GPS pour les voitures. Quand vous voyez le GPS pour les voitures, vous voyez que le GPS c'est un traceur. Il nous permet par exemple pour les véhicules de tracer l'itinéraire du véhicule, savoir une voiture, où elle s'est arrêtée, combien de temps elle a fait et autres. Donc vous avez une idée précise des différentes étapes que la voiture a eues durant tout son itinéraire. C'est dans le même principe qu'on a mis en place le GPI, Global Payment Innovation, qui permet également de tracer toutes les transactions de SWIFT. Par le passé, on n'avait pas ce outil-là. Donc, quand une banque envoie des fonds à une autre banque, quand elle appelle la banque pour savoir si les fonds ont été appliqués, souvent, l'interaction n'était pas aussi honnête. C'est-à-dire que soit le gouvernement va vous dire qu'il n'a pas encore sur les fonds, vous n'avez pas d'éléments. C'est-à-dire que vous avez la confirmation de débit et de crédit, mais l'information que vous donnez à votre client n'est pas exacte. Donc, SWIFT a vu ça et a mis en place le DPI qui vous permet d'avoir une idée exacte. Est-ce que les fonds sont arrivés sur le compte? Oui. Avec le DPI, vous avez l'information. Est-ce que les fonds sont appliqués? Oui. Si les fonds n'ont pas été appliqués, pourquoi ce n'est pas appliqué? Voilà. Avec le DPI, vous avez toutes ces informations. Donc, ça, c'est une avancée notable. D'abord, que je vais apporter. En plus, SWIFT va apporter le MX. Donc, il y a d'abord une première avancée qui est le DPI, qui permet d'avoir toutes les informations sans demander à la banque ordonnante. Avec le DPI, vous avez toutes les informations possibles sur l'itinéraire du SWIFT, sur les actions qui ont été entreprises sur le SWIFT et autres. Ensuite, avec le MX, le format
le format du MX permet une plus grande automatisation que le MT. Il y a beaucoup d'interfaces qu'on peut mettre en place pour communiquer avec le MX. Y a-t-il des questions? Oui, malheureusement, moi, j'ai une question. Non, dans le système suisse, comment se font les couvertures? Parce qu'en fait, les banques envoient des messages. Oui. Mais les banques n'ont pas de compte entre elles. Généralement, une banque, elle a 1 ou 2 comptes par monnaie. Comment se font les couvertures? Vous voyez, il y a ce qu'on appelle le compte nostro, le compte vostro. Exactement. Voilà. Comment se font les couvertures? Parce que normalement, oui. Il doit avoir aussi un message parallèle qui transfère l'argent sur le compte de la banque auprès de son correspondant dans la monnaie concernée. En fait, comment ça se fait? Ça, c'est vraiment une question. Hein. Prenons un exemple maintenant. Vous avez une banque, par exemple, dans la zone euro, qui envoie 20 millions chez Ecobank au Togo. Oui. Ok, mais cette banque n'a pas de relation directe avec Ecobank Togo. Ecobank Togo a un compte en euros auprès d'une autre banque. C'est ça? Normalement, cette banque, pour que Ecobank Togo puisse payer, doit transférer les 20 millions auprès du correspondant de Ecobank Togo. C'est ce qu'on appelle la couverture, pour que Ecobank Togo puisse payer les 20 millions aux bénéficiaires. Tout à fait. La deuxième partie, comment ça se fait concrètement avec les SWIFT? Excusez-moi, c'est les questions d'un vieux banquier. Non, bien sûr, ce sont de très bonnes questions. Je dis d'abord, dans le SWIFT, comme j'ai dit tantôt, SWIFT a mis en place un équivalent, c'est équivalent à un acte notarié. C'est-à-dire que l'acte notarié veut dire qu'il n'y a aucune contestation possible sur le SWIFT. Donc, vous avez une transaction de données que vous générez. Il y a ce qu'on appelle la confirmation de débit et la confirmation de crédit. Donc, comme vous avez un message SWIFT, qu'il soit un message de clientèle ou un message de type trésorerie, vous avez toujours de notification. Donc, vous avez toujours un avis de débit qui vous prouve que cette transaction-là a des types. Elle sera dans le compte. Tout comme vous avez un avis de crédit qui conteste sur la confirmation pour dire que le correspondant a bien reçu les fonds. Donc ça, c'est d'abord dans SWIFT, dans la base de SWIFT, il y a ces messages-là qui attestent que cette opération a été bien prise en compte. Donc il y a toujours un avis de crédit, un avis de débit, un avis de crédit. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le compte nostro et le compte vostro. Compte nostro, c'est nos comptes. Vostro, c'est vos comptes. Donc, on a les comptes, nous, les comptes sont logés le correspondant, et comme par opposé, les correspondants, on leur compte chez nous. Donc, en même temps que nous générons les messages SWIFT, par comptabilisation, ces comptes sont impactés. Mais la question que vous avez posée, je prends par exemple une banque européenne qui a de l'argent, qui veut envoyer l'argent au Togo, mais qui n'a pas de relation en clé par SWIFT directement avec le Togo. Donc elle va passer par ce qu'on appelle un correspondant dans la zone africaine. Je dis, par exemple, si par exemple la banque suisse, la banque européenne a un correspondant dans lui au mois, par exemple, en Côte d'Ivoire par exemple, elle va passer cette banque en Côte d'Ivoire là, en créditant le compte de cette banque là, et cette banque en retour, elle va être un intermédiaire entre la banque européenne et le Togo. Donc cette banque, lorsqu'elle va recevoir les fonds, elle sait dans le message que ces fonds ne lui sont pas destinés, elle n'est que juste un intermédiaire. Donc elle va passer par un canal local, qu'on appelle le LTGS par exemple, d'elle à Ecobank Togo. Allô? Oui, j'entends, mais en fait, pour moi, ça, ce n'est pas satisfaisant parce que la banque, en réalité, Ecobank Togo aimerait aussi avoir des euros parce que la banque togolaise fait aussi des opérations internationales. Donc, elle a intérêt à ce que son compte euro soit approvisionné. Donc, normalement, la banque européenne doit envoyer les euros à son compte auprès de son correspondant en euros. Mais bien sûr, ça sont les détails. Hein. Je dis comme ça, on a donné un aperçu, mais je dis que Ok, c'est bon. Pour pouvoir transacter d'une banque à une autre, forcément, il faut ouvrir le compte
chez la banque, et ça compte sur toi pour venir. Je prends un exemple. Moi, je suis une banque, je suis comme en Côte d'Ivoire, ma banque est en Europe, c'est Citibank Londres. Donc, c'est là-bas que je stocke mes euros. Mais supposons que je reçois des transferts en euros, mais je n'ai pas assez de liquidité en euros à Citibank Londres. Donc, quel que je fais, je passe par une banque américaine qui a des dollars et je l'inscris pour qu'elle transfère ces dollars à l'équivalent en euros. Est-ce que vous me comprenez? Je ne veux pas monopoliser le débat. On va arriver à ça. Continue. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, il y a le même mécanisme de traitement qu'on a, comme le monsieur l'a dit, avec le MT, ce sera le même mécanisme de traitement qu'on aura avec le MX. Donc on aura la possibilité d'avoir des correspondants. Quand on dit correspondant, d'abord, dans Swift, vous avez d'abord l'agrément, vous avez l'agrément qu'on a de Swift. Ensuite, il faut avoir un partage d'informations entre banques. C'est-à-dire qu'il y a 3 étapes au niveau du Swift. Il y a d'abord le paiement de l'agrément avec Swift. Ensuite, il y a, pour pouvoir traiter d'une banque à une autre dans Swift, il faut partager ce qu'on appelle le partage de clés de sécurité. Après ce partage de clés de sécurité là, maintenant il faut ouvrir des comptes. Mais c'est par le compte que vous ouvrez que vous pouvez effectuer des déclarations. Vous pouvez être en Swift, vous pouvez avoir changé de clé de sécurité, mais tant que vous n'avez pas ouvert de compte en devise dans ces pays, dans ces continents-là, vous ne pouvez pas faire de donation. Donc on aura des comptes en euros, on aura des comptes en dollars. Donc, comme le monsieur l'a dit tantôt, aujourd'hui, il y a des banques comme Côte d'Ivoire. Pour se lever en euros, elles passent par Citibank Londres. Pour se lever en dollars, elles passent par une banque américaine. Donc, elle regarde au niveau de ses comptes. Lorsqu'elle voit que son stock d'euros n'est pas assez important, que c'est la quantité de valeur qu'elle va apporter en euros ne peut pas être traitée par la banque européenne. Mais par contre, elle voit qu'elle a un stock suffisant en dollars. Elle va envoyer du dollar. Elle va faire l'équivalent de l'euro en dollars. Là, on peut le transmettre l'instruction à la banque américaine. Et elle va l'instruction d'envoyer l'équivalent en euros à la banque européenne. Ça, c'est un schéma classique. Et donc, si on n'est pas... S'il vous plaît. Allez-y. Là aussi, il y a des problèmes de réglementation. Pardon? En fait, les banques... Il y a un problème de réglementation dans la zone IMOAC, en fait, que je connais. Parce que les banques ne peuvent pas disposer de leurs avoirs extérieurs comme elles le souhaitent. Elles sont obligées de rapatrier une très grande partie auprès de la Banque centrale. Bien sûr. Ça, c'est la règle du 80% de rapatriement. Voilà, exactement. La BCE impose. Après, ça, c'est au niveau des domiciliations. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des paiements. Au niveau des domiciliations, au lieu de la domiciliation, au lieu des exportations, la BCAO impose aux banques de transférer 80% de leurs avoirs dans les banques, chez les correspondants, à la banque, dans leur compte à la Banque de France. Ça, c'est au niveau de la domiciliation. Moi, actuellement, je parle des paiements au niveau des paiements qui se font par les domiciliations. Sans cette loi de la BCAO concerne les domiciliations en exportation. Allô? Je dis pas seulement les domiciliations. Les domiciliations, c'est une obligation de rapatrier la totalité. Parce que là, il y a un suivi de vos avoirs extérieurs que vous êtes obligé de rapatrier à la Banque centrale jusqu'à un certain pourcentage. Je crois, je ne sais pas si c'est 80 ou 70%. Voilà. Maintenant, après, si vous voulez faire des opérations à l'extérieur et vous n'avez pas la couverture en devise, et vous avez effectivement les approbations dont vous parlez, la Banque centrale maintenant va fournir ces devises en prenant le relais pour faire l'opération. C'est ça, c'est parfait. Ok. Donc voilà, donc comme on l'a dit, il y a des informations qui concernent. Allez-y. Oui. Comme l'a dit Yaé tout à l'heure, là, c'est très important. C'est très important et la Banque centrale y veille surtout pour les recettes d'exploitation. C'est ça.
la Banque centrale veille surtout. Et les banques sont souvent sanctionnées par rapport à cela. Bien sûr, bien sûr. Comme l'a dit, c'est le rapatriement. C'est le rapatriement. Chaque fois que un correspondant vous paye, chaque fois qu'un autre client, un partenaire, le client de votre client, transfère de l'argent sur l'un de vos comptes de correspondant, vous devez rapatrier 80% de ce montant au compte de la BCAO logé à la Banque de France. Et ça, comme vous l'avez si bien dit, ça pose souvent problème au niveau des banques. Parce que aujourd'hui, le partenaire peut envoyer de l'argent, votre client peut domicilier un montant donné, et votre compte, il doit être crédité dans un compte de votre correspondant. Si l'autre partenaire, il façonne ce montant-là, il ne paye pas sur un seul correspondant, il le fait sur plusieurs correspondants, ça pose un point de réconciliation en vue de faire ce rapatriement. Et donc, effectivement, il y a cette note avec CAO qui dit de faire le rapatriement, mais actuellement, il y a une procédure qui est en train de régulariser cela par ce qu'on appelle le GUS. Le GUS, c'est le guichet, comment on dirait, digitalisé des paiements. Aujourd'hui, avec le GUS, on peut arriver, mais pour l'instant, tous les clients, tous les euros économiques ne sont pas sensibilisés sur les sons du GUS, qu'ils peuvent, comment dirais-je, faire un rapatriement définitif avec le GUS. Et donc, ça, c'est vraiment un problème, comment on dirait, général. Je vous fais un témoignage. Au Congo-Kinshasa, moi j'ai un directeur là-bas, pour éviter qu'il soit, comment dirais-je, sanctionné par la banque du Congo-Kinshasa par rapport comment dirais-je, à ce problème du rapatriement. Déjà, quand le client vient, ils ouvrent un compte séquestre pour le client, où où lui demandent de mobiliser le taux de sanction qui serait possible d'avoir sur ce séquestre-là. Et quand l'opération se déroule correctement, la banque lui restitue cela. Mais si l'opération ne se déroule pas, si la banque est sanctionnée, alors la banque puisse se séquestre pour faire face à la sanction. Ça, c'est une approche que au Congo, la banque de Congo-Kinshasa a trouvé pour faire face à la sanction en cas quand il concerne les rapatriements. Mais sinon, les banques, effectivement, sont sanctionnées pour les questions de rapatriement. Si elles sont hors délai, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Non, ça va pour le moment, ça va pour le moment. Mais seulement que j'attire votre attention sur un fait et ce procédé qui est mis en place en RDC. Je sais, parce que j'ai pris par là, j'ai vu comment ça se passe, et je me rappelais en 2010, lorsque j'étais en mission d'audit là-bas, j'ai attiré l'attention, c'est pas une bonne chose. C'est comme pousser, les banques poussent les clients à ne pas régulariser les transactions. Ce n'est pas bon. Et quand la commission bancaire va sanctionner, on va dire quoi? C'est là aussi le problème. Donc, merci. Donc, comme je dis, que c'est une approche. C'est une approche pour faire face. Donc, ce n'est pas la technique la plus fiable, la plus bonne, mais c'est une approche. Chaque banque, on essaie de voir comment gérer. Parce que le rapatriement, il est très crucial. Donc, il faut trouver une technique, en termes de réconciliation, comment arriver à réconcilier tous ces paiements qui sont faits en termes de recettes d'exploitation et ne pas être exposé aux sanctions de la Banque centrale. Merci. Merci à vous également pour votre intervention. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, il est question moi, je pose la question en parlant de projet de migration. Moi, je veux savoir, est-ce que parmi vous, des banquiers, il y a certains qui ont déjà fait face à des migrations de logiciels? Faites-nous partager vos expériences, vos expériences. Je reprends la question. Je veux savoir, parmi vous les banquiers, est-ce que, mais pas banquiers, même hors banquiers, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont déjà eu affaire à des migrations en termes de logiciels? Oui, vous savez, nous, quand je prends le cas typique de EcoBank,
Parce que moi, j'ai fait 30 ans au niveau de Ecobank. Et j'ai connu, je suis rentré à Ecobank, on a commencé avec Globus. Et après, non, avant Globus, même il y avait le DK. Après DK, on est allé à Globus. Après Globus, on est allé à FlexCube. Et FlexCube 1.2 ou 1.0. Avant que moi je ne parte en 2018, parce que je suis parti à la retraite en 2018. Je pense qu'ils étaient à 2012 et FlexCube 12 ou quelque chose, j'ai oublié. D'accord. J'ai oublié. Vous savez que lorsqu'on parle de migration, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et là, ça fait partie des recommandations parce que je dis que il faut prendre, parce que jusqu'à aujourd'hui, au niveau de toutes les filiales de Ecobank, il y a toujours des casses dues aux migrations. Je pense que M. Yaye aussi peut en témoigner, hein, avec son expérience en matière de banque. Parce que lorsqu'il y a migration, il y a toujours des casses. Et on fout tout dans un compte d'attente. On met ça dans un compte qui est là, on ne sait pas ce que c'est. Non, c'est ce que je dis, c'est pertinent, on ne sait pas ce que c'est. On met ça là d'abord, on met ça là, on dit évacue ça pour que les comptes là soient nickel. Oh, vas-y voir. Toutes les filiales de Ecobank, aujourd'hui, ils ont toujours ça. Ils traînent. Voilà. On ne fait que camoufler, on camoufle. Tantôt on va prendre un peu, on va essayer de faire, mais il y a toujours. Et ni que t'aies les bons résultats, oh, les gens allaient crier. Merci. On peut avoir une autre intervention, s'il vous plaît. On peut avoir une autre intervention par rapport à la migration. Allô? Est-ce qu'on peut avoir une autre intervention, une autre expérience par rapport à la migration? Je dis que la migration, bon, moi, la dernière expérience que j'ai de migration, jusqu'à présent, elle n'est pas bouclée. Elle a commencé en 2016 et jusqu'à présent, on traîne encore les séquelles. Comme merci, en fait, merci, Yaye. Merci parce que les gens, en fait, est très important. Toutes les opérations qui n'arrivent pas à classer, ils les mettent dans un compte d'attente. Et ces comptes d'attente ne sont jamais apurés. Et vous avez vous avez tout un foutoir qui se crée. Parce qu'en fait, les migrations sont très, très mal gérées. Normalement, dans une migration, les deux systèmes doivent fonctionner en parallèle. D'accord. Jusqu'à ce que le nouveau système soit totalement opérationnel. Mais les gens n'ont pas cette patience. Parce que aussi, cela nécessite énormément de ressources. Et moi, en tout cas, je n'ai pas connu une migration qui n'a pas généré énormément de difficultés. Et pour un auditeur, ça, c'est vraiment le plus grand cauchemar. Auditer pratiquement les périodes post-migration. D'accord. Moi, la question que je voulais poser, selon vous, pourquoi la migration, de manière fondamentale, pourquoi la migration, pourquoi ça me fait échouer, selon vous? C'est ce que j'ai dit. L'immigration échoue parce que les gens n'ont pas la patience d'attendre que le nouveau système prenne totalement en charge toute la banque, s'assurer que ça fonctionne totalement avant de faire des basculements et de mettre notre système hors jeu. Ça fait qu'il y a toujours une précipitation et c'est ce qui crée, parce que vous perdez des données. Quand vous mettez notre système hors jeu, vous perdez des données et le nouveau système généralement fait des bugs. Et quand vous faites des bugs, il n'y a absolument aucun recours. Ok. Voilà, donc moi, en fait, pourquoi je merci beaucoup. Je suis très content de ce que l'autre vient de dire, Yaye vient de dire. Ouais. C'est grave. Et il y a aussi un autre problème, le problème de ressources. Le problème de ressources. Il y a le problème de ressources. Parce que pour pouvoir basculer, il faut qu'il y ait au moins assez de ressources. On travaille ici, on travaille de l'autre côté. Mais ce qui se passe, les décideurs, ils mentent généralement au membre du conseil d'administration. On dit que non, en deux mois, on va finir. En 2 mois, on va finir. Sans savoir la réalité. Je sais de quoi je parle. Pour avoir été un grand patron, parce que j'ai travaillé dans plusieurs filiales du groupe Ecobank. D'accord. Vous avez totalement raison. Et en fait, vous avez des informaticiens qui ont un jargon qui est pratiquement inaccessible aux gens et ils ne descendent pas sur terre pour expliquer aux gens exactement quels sont les enjeux. Ils font croire qu'ils ont la maîtrise de tout jusqu'au moment de la catastrophe. Ok. En fait, si j'ai parlé du sujet de migration, ici, vous voyez, on parle de la migration entre le MT et le MX. Donc, moi, à Ecobank, comme le doyen l'a dit tout à l'heure, moi, à Ecobank, lui, il a eu 3 migrations entre ce qu'il a parlé de DK à Globus, à Flexcube,
Moi, par contre, j'ai eu 2 migrations. Voyez comment j'ai commencé à la banque EcoBank. J'étais sur Globus. Donc, on a eu une migration de Globus à FlexCube. Ensuite, on a eu une migration de FlexCube à une version de FlexCube. La première migration de Globus à FlexCube, à EcoBank Côte d'Ivoire, si on veut prendre sur l'échelle de saturation, globalement, elle était plus ou moins satisfaisante. Par contre, en prenant sur l'EcoBank Côte d'Ivoire, la migration de FlexCube à une version de FlexCube a été catastrophique. À mon sens, les problèmes de migration se basent sur, comment dirais-je, les travaux avant migration. D'abord, quand on pilote une telle activité, il faut d'abord faire appel à toutes les compétences de la banque. En parlant du peu petit agent, par service, par entité, en répertoriant les opérations, les différents codes d'opération et tout ceci. Et il faut faire des tests, c'est ce qu'on appelle les backups. Des tests afin de voir comment cela se comporte. Ici, à mon sens, le gros problème, c'est qu'on a un problème au niveau des tests. Les tests ne sont pas faits. On n'associe pas toutes les compétences de la banque à ce projet-là. Et donc, vous comprenez à moi qu'in fine, on arrive à un produit, quand on arrive au Go Live, on a un produit qui n'a pas été testé, on n'a pas associé toutes les compétences de la banque. Et donc, quand on arrive à la migration, il y a des paramétrages qui n'ont pas été faits, il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte, donc on va à l'échec. Dans mon sens, le gros problème, c'est vrai que vous avez parlé du problème effectif, mais bon, moi, mon sens, le gros problème, c'est au niveau de répertorier toutes les transactions qui sont dans l'ancien système, de pouvoir basculer ces opérations dans nos systèmes sans avoir à ce qu'un élément nous échappe par des tests qu'on doit faire afin de voir comment cela va se comporter à l'issue de ces tests avant de passer au Go Live. Monsieur Yahi? C'est Yahya, c'est pas Yahi, c'est Yahya, c'est Yahya. Monsieur Yahya, vous voyez, c'est ce que nous avons connu avec EcoBank Côte d'Ivoire au niveau de la dernière, comment dirais-je, opération. On a pris des équipes qui sont là au Nigeria. Ces équipes-là, on n'a pas associé les différents acteurs, les acteurs clés. Donc il y a des pans de l'activité qu'on n'a pas tout pris en compte. Et que lorsqu'on est en Go Live, c'était une catastrophe. Ça, c'est juste une parenthèse. Vous avez par exemple l'application Castle, celui qui est EcoBank. Vous avez l'application Castle. Avant la migration, Castle marchait correctement. Lorsque vous utilisez une information, jusqu'à son terme, l'opérateur qui clique sur la décision du communiqué qui dit, lorsqu'il clique sur l'opération, les exécutifs sont générés de manière automatique. Donc, on n'a pas pris en compte ce thème paramétrage. Et quand on allait en Go Live, on n'arrivait qu'à Castel, n'arrivait pas à générer des exécutifs automatiques. Regardez un peu la pile de dossiers que l'agent du service prêt doit traiter de manière manuelle. Parce que les tests n'ont pas été faits, parce que c'était paramétrage n'ont pas été pris en compte. Si on a associé toutes les compétences à cet outil-là, à ce projet-là, on allait voir que, au lieu des tests, certaines opérations ne se comportaient pas comme on voulait. On allait voir pourquoi elles se comportaient ainsi. On allait analyser les situations, arriver à une situation qui était la plus open possible. Donc moi, à mon niveau, je pense que une migration, ce sont les travaux avant migration qui sont hyper importants. On doit pouvoir prendre en compte tous les paramétrages, les codes d'opération, les paramétrages, faire un échantillonnage qui tienne compte de toutes les opérations possibles à la banque. Et il faut des tests. Et c'est par les tests qu'on peut voir est-ce que les opérations vont bien se comporter dans nos systèmes. Et c'est idem pour ce projet de migration qui est là. Le SWIFT a fait pas de migration. Elle a laissé la latitude à chaque banque de pouvoir trouver un système qui leur permet de passer de le MT au MIS.
étant donné qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, la plupart des core banking, le core banking, c'est les logiciels bancaires. La plupart des éditeurs de core banking ont des core banking qui sont calqués au MT. C'est-à-dire qu'on ne peut générer que le logiciel MT via les core banking actuels. On ne peut pas générer de logiciel MX actuellement. Voilà la grosse problématique qui se pose à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, tous les messages qu'on peut générer dans la plupart des core banking, ce sont des messages de standard MT. Donc, comment faire pour que ces messages de MT puissent être convertis en messages MX dans la plateforme? Donc, c'est ce travail préparatoire que les banques sont en train de faire. Trouver des mappages, des convertisseurs qui arrivent à traduire correctement les messages MT en messages MX et vice-versa. Question, est-ce que vous avez compris, est-ce qu'on se comprend sur cette question-là? Allô, l'Assemblée? Y a-t-il allô? Ça va, pas de problème. Ça va. Ces convertisseurs normalement sont fournis par des Swift, non? Non. Swift a donné l'attitude à chaque banque de trouver son prestataire traducteur. Elle n'a pas imposé aux banques. Okay. Donc chaque banque va sur quoi soit de compétences locales ou de compétences internationales, va chercher des prestataires voilà. Donc la bonne pratique est surtout à ce niveau-là. Parce que les éditeurs, pourquoi les éditeurs de core banking n'ont pas encore adapté le logiciel au MX. Tous les logiciels de core banking actuels sont calqués sur le MT. Donc on ne peut générer que uniquement le logiciel MT via le core banking. Donc quand on va aller quand on va au Go Live, il faut pouvoir traduire les messages MT qui sont issus de nos core banking en MX. Donc c'est après, lorsque les éditeurs vont rendre le logiciel compatible au MX, qu'on pourra générer évidemment des messages MX. Je ne sais pas si je peux comprendre. Allô, quelqu'un m'a compris? Oui, bien sûr, vraiment. Oui, il n'y a pas de problème. Donc le risque qui est là encore, même avec ce logiciel, même avec ce convertisseur, le risque qui est là, c'est quel risque? Aujourd'hui, la plateforme MX elle est plus large que la plateforme MT. Vous me comprenez? On ne peut traduire que les messages MT qu'on les convertit dans MX. Mais si on a un MX qui n'a pas d'équivalent à MT, on ne peut pas le traduire. C'est-à-dire que même avec la solution de convertisseur, même elle aussi elle pose problème. Donc elle ne peut convertir que les MT qui ont l'équivalent à MX. Mais les MX qui n'ont pas l'équivalent à MT ne peuvent pas être traités. Donc ce sont les problématiques qui sont posées actuellement. On va d'abord, premièrement, trouver les convertisseurs qui sont capables de traduire les MT en MX et vice versa. Mais comment faire alors avec les MX qui n'ont pas d'équivalent en MT? Donc ça, c'est la grosse problématique qui va se poser aux différentes banques. Alors, y a-t-il des questions? Monsieur Relais? Oui, allez-y. Il nous reste environ 20 minutes pour clôturer. Hein? D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc aujourd'hui, aussi la plus grosse problématique qui va se poser pour la migration qui va venir. Mais aussi, il y a la compréhension des messages. Comment est-ce que, lorsqu'on aime un MX, comment comprendre les différents champs de MX? Le MX fonctionne pas comme le MT. Le MT est basé sur les tests, alors que le MX est basé sur une XML. Donc le MX fonctionne ce qu'on appelle des balises. C'est pas balises. Donc, l'avantage du MX, c'est qu'on a une balise principale, on peut avoir autant de sous-balises qu'on veut, en termes de précision de message, de précision d'information. Le MT ne nous permet pas cela. Je prends un exemple de précision. On peut avoir une précision sur un type de paiement. On nous dit qu'on a un paiement de donation qui va être fait par compensation, par exemple. Avec le MX,
on va créer une sous-balise. On va donner en plus la date de complétion. Et on va préciser encore, si on veut plus de précision, on va créer encore une sous-balise, la sous-balise, pour avoir une précision davantage. C'est ce que le MT ne nous donne pas. C'est pour ça que le MX, il est long. Le volet MX, il est très long. Parce qu'on peut créer autant de sous-balises qui vont nous donner autant de précision qu'on voudrait. Donc voilà l'avantage du MX. Donc, à l'issue du séminaire, ce que nous, on va apporter comme formation, comme compréhension, c'est la compréhension des différents champs et sous-champs d'un message MX. Lorsque vous avez un message MX, comment l'interpréter, comment l'analyser, comment le traiter, comment déchiffrer les différentes données qui sont sur un message MX, sur le format. Et donc, comme tout système, on va parler aussi comme on a dit, des risques. Vous savez que le risque, c'est le danger auquel est exposée la banque. Pour le personnel, la question fondamentale doit se poser, est-ce que lorsqu'il a reçu une opération d'un client, il doit être sûr et certain que cette opération soit donnée correctement. Alors que la réponse à cette certitude-là, c'est par le niveau de contrôle. D'abord, par le risque, identifier et évaluer le risque et apporter des solutions à ce risque. Par les moyens de contrôle, par les moyens de couverture à ce risque-là. Donc, c'est par le niveau de contrôle qu'on peut être certain que cette opération s'est bien déroulée ou pas. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le RCSA, qui est le Risk Control Self-Assessment, l'autocontrôle du risque. Chercher à identifier soi-même, à évaluer le risque qu'on fait courir à la banque et trouver les moyens de couvrir ce risque. Si on ne le fait pas, on naviguera à vue. Donc, il faudrait toujours avoir en permanence cette culture du risque et cette culture du contrôle permanent qui permet de couvrir le risque. Voilà. Donc, grosso modo, voilà ce que je pourrais dire sur cette thématique-là. Donc, voilà l'opportunité qu'on vous offre ici. C'est déjà de savoir ce que c'est que le MT, de connaître les raisons fondamentales pour lesquelles Swift a décidé de changer du MT à MX. Le MX, quelle est la différence entre le MX et le MT? Comment dirais-je? Comment arriver à déchiffrer, à interpréter, à analyser un message MX? Comment arriver à traiter un message MX? Quels sont les différents champs d'un MX? On a les MX de paiement type clientèle, comme le MT. On a les MX de paiement de banque à banque. On a les MX de type amendement. On a les MX de type notification. Tous ces messages MX-là, on a des cas de messages MX avec toutes les applications détaillées, tout le déchiffrement. Donc, au cours de ce fichier séminaire, on pourra détailler aisément un message MX avec toutes les données qui sont inscrites. À chaque étape, on pourra détailler l'entête d'un message MX, on pourra détailler le code d'un message MX, comment arriver à identifier les opérations qui sont codées dans l'entête, et idem dans le code de message, pour une meilleure compréhension. Voilà. Grosso modo, on a fini ici avec l'aperçu au niveau du MX qui va venir. S'il y a des questions, vous les posez et je pourrai vous éclairer davantage. Allô? Non, en parlant de balises pour oui. les MX, on dit que ça se fait sur la base des balises. Tout à fait. Est-ce que c'est une façon de dire qu'en fait, c'est pratiquement comme une page web qui est écrite en HTML ou quoi? C'est XML. Ah, un XML, d'accord, ok. C'est une balise, okay. C'est un champ. C'est comme un champ. C'est un champ. Ça commence par un attribut, ça se termine aussi par un attribut. Et dans la balise, on a l'information sur le type de paiement qu'on voudrait faire. Les balises ouvrantes et fermantes. Allô, je vais compris. Les balises ouvrantes et fermantes. La balise principale ferme à la fin et les balises intermédiaires, elles ferment quand le texte à l'intérieur doit être terminé. C'est ça. Ok, d'accord. Voilà.
Donc, à la différence du MT, on a des balises qui donnent une information générale et les sous-balises qui vont donner une précision dans de l'information. On aura des sous-balises autant qu'on veut. Autant qu'on veut donner des précisions, une plus grande précision donnée. Je vois ça. Voilà. Donc voici la nouvelle que Swift apporte. Pour dire, voilà en fait le nouveau message qui est riche en information, qui est flexible et qui va relancer toute l'activité en termes de transaction internationale. Donc, on pourra dans ce futur séminaire-là vous expliquer en détail tous les champs et sous-champs de notre format MX. Comment se donne, pourquoi le MX est favorable au développement informatique, pourquoi le MX peut permettre de pouvoir télécharger des fichiers entiers, ce que le MT ne peut pas faire. Monsieur Zanou? Oui, monsieur Relais. Voilà, donc voilà, grosso modo, voici l'offre qu'on propose à nos chers nos auditeurs. D'accord. Et vous avez fini, c'est ça? Oui, voici l'offre, c'est ça. Donc si vous avez des questions, des éclairages, il peut les poser, on pourra éclairer le lanterne. D'accord. Bien, merci beaucoup, monsieur Relais. Merci pour la disponibilité, merci pour le partage. J'avoue que, comme moi, je ne m'y connais pas trop, n'est-ce pas? Ce n'est pas mon domaine. Eh bien, je me suis contenté juste de suivre. J'ai constaté que les débats ont été quand même intéressants. Nous avons eu affaire, n'est-ce pas, à des personnalités quand même du domaine de la banque, du domaine de la finance, qui connaissent en réalité ce dont il est question. Et donc, ben voilà, les débats ont été intéressants et enrichissants. À présent, je voudrais, n'est-ce pas, chers participants, chers élèves, vous laisser la parole pour que, si entre-temps vous avez des compléments à faire, ou alors que vous avez des questions, n'est-ce pas, à poser, que vous puissiez y aller. Et juste après, je vais reprendre la parole et ensuite la remettre à monsieur Alespère René, qui certainement aura une offre à nous faire. C'est donc l'objet de ce masterclass, et donc il va reprendre la parole, n'est-ce pas, pour nous faire ce qu'il nous propose pour aller beaucoup plus en profondeur de ce qu'il nous a présenté dans ce masterclass. Donc, chers aînés, chers participants, à vous la parole pour des commentaires ou pour des questions, pourquoi pas. Je vous remercie. Et très bonne initiative, monsieur Zanou du cabinet Expression des génies. Et très content de rencontrer sur le plateau un autre aîné aussi, en la personne de monsieur Yaya. Je suis très ému. Et tout s'est bien passé, l'échange, René, il était à la hauteur. Et René, tu peux savoir compter sur nous. D'accord? Oui, merci bien les amis. Merci. Merci. Merci, cher René, consultant Joachim. Oui, monsieur Yaya, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je remercie aussi beaucoup monsieur Joachim pour les mots très gentils qu'il a prononcés à mon endroit. Je suis très aussi honoré de l'avoir rencontré. Et je connais M. Zanou, je connais son sérieux. En fait, c'est pour ça aussi qu'en réalité, je n'ai pas hésité aussi à m'inscrire. Et vous pouvez compter sur nous aussi pour suivre une formation si on a l'offre. Vraiment, vous pouvez compter sur nous. René, merci beaucoup parce que nous avons beaucoup appris. Et maintenant, je peux parler du SWIFT et sans aucune retenue et aussi disons des innovations à venir. Merci beaucoup parce que nous sommes à un niveau où nous devons parler avec tout le monde. Donc il faut aussi s'informer. Merci pour tout. Merci bien à vous également. Merci, monsieur. Quand je dis monsieur, j'ai envie de dire aussi consultant et pourquoi pas dire aussi monsieur le ministre, parce qu'il fut quand même
n'est-ce pas, un ministre, pas des moindres, n'est-ce pas, de la République du Mali. Je vous salue avec beaucoup de respect. C'est heureux de vous avoir dans ce live, n'est-ce pas? Merci pour la confiance renouvelée. Et nous faisons tout ce qui est de notre possibilité, n'est-ce pas, pour interconnecter des personnes qui ont des expertises différentes et qui ont donc des choses à partager pour nous enrichir l'un et l'autre. Eh bien, c'est la raison fondamentale donc, de ce live. Et je remercie une fois encore le consultant Joachim, un doyen que j'aime tendrement, que j'apprécie, qui est un parrain, j'ai coutume de l'appeler, n'est-ce pas, parrain, parce que c'est un monsieur que j'ai adopté et que je considère comme mon mentor, n'est-ce pas, et qui me donne assez de conseils parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le monde professionnel, qui a beaucoup de relations, et je suis très heureux de l'avoir dans ce direct. Il a donné son accord donc pour la suite, et monsieur le ministre également a donné son accord pour la suite. C'est déjà heureux et très important d'avoir l'accord de ces deux personnalités. Merci infiniment. Je ne sais pas si Madame Fidelia, n'est-ce pas, a une question ou a un commentaire à faire. Madame Fidelia, vous avez la parole. Alors peut-être que Madame Fidelia a un petit souci avec son micro ou peut-être qu'elle s'est déplacée. Je vais donc laisser la parole à Monsieur René pour nous présenter si entre-temps il a prévu l'offre de la formation complète à nous présenter ce soir. Eh bien, je vous laisse la parole pour que vous puissiez nous donner le contenu de la formation complète et après, je reprendrai certainement la parole pour clôturer donc la séance. Monsieur René, vous avez la parole. D'accord, ok. Donc, moi, je tiens à remercier les aînés pour leur échange qui était très constructif. Et donc, voilà. Donc, l'offre, comme M. Janou l'a dit, je réponds sur... excusez-moi, s'il vous plaît, sur... Donc, je reviens sur l'offre qui est là. C'est le nouveau Swift MX qui sera implémenté en novembre 2005. Donc, les banques doivent être préparées à être de même diapason que les banques du monde entier. C'est un challenge que les banques ont. Donc, pour ce faire, nous, comme Suzanne l'a dit, on propose un séminaire de formation sur ce nouveau Swift-là, surtout au niveau format. Hein? Et donc, on a une méthodologie de travail, comme on l'a dit. On va donc revenir sur les fondamentaux du Swift, qui sont les transactions bancaires nationales, comme on l'a dit tantôt. Ensuite, nous allons entrer de plein fouet dans le traitement, d'abord en disant ce que c'est que le MT, ou un rappel pour ceux qui le savent du MT. Pourquoi Swift a décidé de changer de passer du MT au MX? Quelles sont les valeurs qu'apportent le MX en termes de traitement des opérations internationales? Et donc, voilà grosso modo, l'offre que nous apportons, c'est la maîtrise de ce nouveau système MX qui sera implémenté d'ici 1 an. Merci, M. René. Okay. Alors, M. Zanon? Oui, M. René, merci. Merci. Alors, donc, je précise que, eh bien, M. René et moi, nous avons eu à échanger longuement sur l'offre de formation qu'il nous propose. Et donc, il m'a envoyé le TDR que j'ai lu et étudié, ce que j'ai trouvé très intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris l'option, n'est-ce pas, la responsabilité de faire connaître ce contenu. Donc, c'est un contenu de 6 modules. Si je ne me trompe pas, pardon, M. René, c'est un contenu de... Non, c'est un contenu de 8 modules, c'est ça. De 8 modules, bien sûr. Un contenu de 8 modules. Et avec les spécificités à aborder qu'il m'a envoyé, donc c'est un TDR aussi détaillé qu'il m'a envoyé, que j'ai pris le soin, n'est-ce pas, de déposer sur mon site internet. Et donc, je vous enverrai certainement le lien, déjà à partir de demain ou après-demain, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez, n'est-ce pas, accéder donc au détail de l'offre de la formation complète. Et puis après, voilà, et vous enregistrer pour que très rapidement, nous puissions démarrer. Nous aurons certainement 2 ou 3 semaines maximum de communication pour inviter donc ceux qui pourraient être intéressés et de se manifester pour que juste après 2 ou 3 semaines qu'on puisse démarrer en bonne et due forme.
Alors donc, je vous enverrai le lien certainement pour découvrir le contenu et tout ce qu'il propose comme package de formation sur cette thématique-là. Une fois encore, je suis reconnaissant pour la disponibilité. Je ne sais pas s'il y a... je voudrais quand même laisser la parole soit à M. Joachim, soit à M. le ministre pour dire un mot de fin comme étant le représentant des participants, et puis je vais reprendre la parole pour clôturer. Et je prends juste la parole 1 minute et c'est le ministre qui va clôturer. Le ministre va clôturer. Ce que moi je veux dire, c'est seulement qu'à la fin, il faut essayer de faire le partage de nos contacts. Okay. Tu comprends, non? C'est parfait, c'est parfait. Monsieur Zanon, oui, il faut essayer de partager les contacts, quoi. Pour que nous les trois, on se connaisse davantage. Et je parle du ministre du René. Tu comprends? C'est parfait, c'est parfait. Ce sera fait. Merci beaucoup. Maintenant, le ministre peut prendre la parole maintenant. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je n'ai pas grand-chose à dire. Sinon, remercie et effectivement, dire aussi tout mon intérêt de faire votre connaissance. Effectivement, il faut qu'on échange des contacts parce que ça, c'est aussi les plus-values qu'apporte aussi ce genre de formation. Et dire aussi ma disponibilité à participer à la formation. Merci beaucoup et merci pour tout. Merci Zanou vraiment pour tout ce que vous faites pour la formation en Afrique. Parce que c'est pas facile, mais il faut aussi élever le niveau de compétences. Et merci René d'avoir accepté de partager aussi ses compétences avec nous. Et merci à tout le monde. Parfait. Merci beaucoup. Je n'ai plus grand-chose à ajouter. Les aînés ont parlé. J'ai enregistré le masterclass. Je vous enverrai également le lien pour que vous puissiez vous replonger encore dans ce qui est partagé ce soir. Une fois encore, merci Monsieur René pour votre disponibilité. Merci également à tous. Et je vais juste nous souhaiter bonne soirée et on se reprend donc pour la suite. Très bonne soirée à vous. Ok, merci. Bonne soirée à tous. Allez, bye bye. Ok, bye bye.